Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale en direct, comme chaque soir de la semaine. On va parler musique ce soir avec un gros plan sur une salle strasbourgeoise, l'espace Django, c'est dans le quartier du Neuhof, entre scène locale et musique du monde. On parlera programmation et musique tout à l'heure. On va parler sport, évidemment, comme chaque lundi, ce sera avec Marine Zis. On partira à la découverte du roller version compétition. On parlera basket également avec un derby en National 1 entre Kaisersberg et Mulhouse. On prendra des nouvelles de la SIG de Souffel, du handball au masculin et au féminin du côté de la SPTT Strasbourg, des nouvelles de Sébastien Loeb également qui était dans le sud de la France. Et puis on parlera gastronomie bien sûr avec Nicolas Riffel dans une institution du côté de Strasbourg, du côté de l'Avencenau plus précisément, le relais de la Poste. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes, mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. À la une de ce JT, zoom sur la filière bois. Elle représente plus de 55 000 emplois dans la région, mais peine à recruter. Alors la profession lance une opération séduction. Sa suppression a été annoncée par le président Emmanuel Macron, mais l'ENA, l'École nationale d'administration, a des soutiens. Ses anciens élèves se mobilisent pour leur école et ils se réunissaient à Strasbourg la semaine dernière pour la première fois. Nous les avons rencontrés. Enfin, nous prendrons la direction de Bâle où s'est ouvert Régional 20, une exposition d'art frontalière également à découvrir à Mulhouse, Strasbourg et Fribourg jusqu'à fin décembre. Aujourd'hui, la filière forêt-bois représente plus de 55 000 emplois sur 10 000 établissements dans la région Grand Est. Une filière en pleine expansion, mais qui fait face à de nouveaux défis et une profonde mutation. Alors l'interprofession FIBois et les 8 maisons de l'emploi du Grand Est s'associent donc pour la première fois. Ensemble, ils lancent un programme destiné à développer l'emploi dans le secteur. Cécile Motz et Camille Roland. Aeromat, la série SIAT est l'une des plus anciennes de la région. Au départ, ils étaient 35 et aujourd'hui, ils sont plus de 330 collaborateurs. Pourtant, depuis quelque temps, l'entreprise familiale peine à recruter. Pour cause, l'évolution des méthodes de travail et des métiers en tension, tels que les caristes, les métiers de la maintenance et opérateurs. C'est ces hommes qui donnent toute la valeur d'une entreprise et automatiquement, nous sommes à la recherche en permanence de former nos équipes. Et donc c'est important pour nous que cette filière, de montrer qu'elle est attractive, qu'elle développe des compétences, que des gens dans plein de métiers peuvent y trouver leur compte et que nous mettons en œuvre des techniques nouvelles, permanentes. Et pour accompagner l'entreprise SIAT, comme une centaine d'autres du secteur, les 8 maisons de l'emploi et de l'interprofession FIBois lancent un programme de mutualisation des données et ressources. L'enjeu, aller chercher la main-d'œuvre adaptée, développer la formation et faciliter la mobilité professionnelle. La filière bois, c'est une évolution à la fois pour l'environnement bas carbone et à la fois pour l'emploi qui est fantastique. Les Jeux Olympiques sont entièrement en bois. Sur Strasbourg, on construit de plus en plus en bois. Et donc, qui dit bois, dit emploi. Et les maisons de l'emploi, leur rôle, c'est de trouver effectivement de nouvelles filières, mais qui permet aussi à des gens qui ne sont pas diplômés ou peu diplômés ou qui habitent dans les fonds de vallée que de trouver un emploi près de chez eux. Et pour nous, c'est fondamental. Et c'est là que nous nous unissons ensemble, Maisons de l'emploi du Grand Est, pour effectivement être en capacité d'apporter aux entreprises un savoir-faire pour trouver des talents de demain. La filière forêt-bois est stratégique dans la région Grand Est avec un territoire forestier riche de 1 860 000 hectares, des entreprises emblématiques et un réseau de structures de formation complet. En France, le secteur représente 400 000 emplois, la région à elle seule pèse 10%. La filière, elle souffre d'une image qui n'est pas mauvaise. Elle souffre d'une image qui lui a collé cette espèce d'étiquette de tradition, d'industrie du passé. Donc cette image-là, il faut évidemment la dépasser. Elle est largement dépassée partout. Quand vous comparez la scierie de la Hallière en bas du Donon avec ce que vous avez ici, vous avez la démonstration de ce qu'est un secteur industriel qui a su s'adapter à l'évolution des technologies pour, de manière générale, coller au marché, coller aux demandes de produits, de matériaux que sont les demandes de nos contemporains.
L'image traditionnelle du bûcheron coupant un arbre est donc largement dépassée avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et l'industrie du bois doit maintenant savoir attirer et lutter contre les préjugés liés à la profession. Avec 15% des déplacements réalisés à vélo à Strasbourg, la capitale alsacienne est l'agglomération française où le vélo est le plus utilisé. Mais avec l'hiver qui s'installe, la nuit tombe plus tôt et un accessoire manque parfois aux cyclistes, des lumières. Une campagne cycliste brillée sensibilise donc les usagers aux équipements nécessaires à leur sécurité. Un reportage de Cécile Motz. Ils sont environ 5000 cyclistes à passer quotidiennement route de Vienne aux abords du conservatoire de Strasbourg. Avec des pistes cyclables aux allures parfois d'autoroute, les cyclistes ne se sentent pas toujours en sécurité, d'autant plus en hiver car la pénombre s'installe rapidement. Je pense que de tout le monde, les cyclistes, on est un peu les moins respectés parce que s'il n'y a pas de piste cyclable, soit on se met sur la route, soit on se met sur le trottoir. On n'est jamais vraiment accepté, du coup on ne sait pas trop où se mettre. Alors la nuit, je suis très prudente parce qu'en fait il y a beaucoup de cyclistes sans lumière. Les piétons qui regardent le téléphone plutôt que de regarder les trottoirs ou la chaussée, c'est compliqué. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des frayeurs avec les voitures. Juste par exemple ici, typiquement, le feu peut être vert pour nous et les gens ils tournent sans regarder. Les gens voient moins bien et sont peut-être un peu plus agités la nuit sur les soirs de la semaine. Moi je circule sans lumière donc ça craint. Du coup je vais très doucement, je respecte plus les feux. C'est vrai que moi je préfère me balader en ville là où il y a de la lumière. Alors même si l'éclairage public en ville peut laisser penser que l'on est vu des autres, ce n'est pas toujours le cas. Selon le code de la route, 13 équipements sont obligatoires pour la sécurité du cycliste. Cela va de la sonnette au réflecteur, en passant par les lumières avant et arrière. Chaque année, la police municipale, en partenariat avec l'association Cadre 67, réalise des opérations de sensibilisation et ils font un constat. Un vélo sur 4 n'aurait pas les équipements obligatoires. Le problème qu'on a avant tout, c'est un problème de qualité des vélos et des équipements qui sont sur les vélos. Souvent, l'éclairage est laissé un peu de côté, donc on est obligé d'avoir des équipements de sécurité sur son vélo, que ce soit les lumières, les réflecteurs, tout ça est obligatoire et on peut être verbalisé d'ailleurs pour défaut d'équipement. Donc bien sûr, c'est plus important en hiver que le résultat, mais c'est important aussi toute l'année la nuit. À chaque manquement, une amende de 11 € peut être apposée aux cyclistes. Pour aider les Strasbourgeois à bien s'équiper et dans le cadre de la campagne nationale cycliste brillée, l'association Cadre 67 s'engage. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous offrir ces éléments, puisque ça va avec le gravage de votre vélo, à choisir entre ces éléments et le kit lumière, donc avant-arrière de secours si vous n'en avez pas, et puis au hasard, selon votre choix, un élément. Réflecteur, pince-pantalon, bavette arrière pour pas être sale pendant l'hiver. Voilà, je vous laisse choisir. Super. Cette année encore, par leurs actions en entreprise ou dans le milieu scolaire, l'association a pu vérifier 5000 vélos et environ 10% devaient être mis en règle. Mais Cadre 67 tire la sonnette d'alarme et pointe un problème survenant avant même l'utilisation du deux roues. On met un petit peu la pression au niveau de l'État et des collectivités pour rendre cet équipement obligatoire. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les vélos de ville ne sont pas systématiquement équipés. On ne fait pas les choses pour que ce soit d'office sur le vélo. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et puis après, il y a tous les éléments de sécurité, la sonnette, les catadiopes pour être vus aussi en latéral, qui doivent obligatoirement être sur le vélo au moment de l'achat. Et malheureusement, encore dans certaines grandes surfaces et des grandes surfaces sportives, ce n'est pas le cas. Tous les éléments ne sont pas vendus, donnés avec le vélo. Obtenir les équipements lumineux peut être une question vitale. Car depuis le début de l'année, 139 accidents impliquant des vélos ont été comptabilisés, dont 5 mortels. Et alors que les trottoirs et pistes cyclables sont de plus en plus embouteillés, entre piétons et nouveaux engins électroniques, c'est à chacun de savoir se faire voir et briller la nuit. C'est une première. La semaine dernière, l'association des anciens élèves de l'ENA organisait son conseil d'administration à Strasbourg. L'occasion pour ces énarques d'affirmer leur attachement à l'école, aujourd'hui menacée de suppression. Plus d'explications avec Adrien Labi. ENA pour École nationale d'administration.
3 lettres qui font la fierté de ceux qui y sont passés, mais sont aussi à la source de beaucoup de fantasmes. Élite des serviteurs de l'État pour les uns, technocrates déconnectés de la réalité pour les autres, les énarques déchaînent les passions. Très critiquée à l'occasion du grand débat, l'école de la haute fonction publique est dans le viseur de la présidence. Emmanuel Macron a annoncé vouloir la supprimer. Suppression pure et simple ou réforme en profondeur, il est encore trop tôt pour le dire, mais l'association des anciens élèves a souhaité manifester son attachement à l'école en tenant son conseil d'administration à Strasbourg sur le site de l'institution. L'école ne sera pas fermée. Simplement, il y a des synergies à trouver entre les différentes écoles de service public, comme l'ont fait d'ailleurs les écoles d'ingénieurs ou les écoles de management. Peut-être que les écoles de service public ont pris un certain retard de ce point de vue-là. Et ce retard, il faut le combler. L'association des anciens élèves n'est pas propriétaire de l'ENA, c'est très clair, mais elle exprime un attachement à travers évidemment tous ses membres. Nous avons réfléchi, nous avons été entendus, reçus par la mission dirigée par Frédéric Thirier qui travaille sur le sujet. Donc nous avons apporté notre pierre à l'édifice et nous espérons que nos propositions seront pour le moins retenues. En effet, supprimer l'ENA ne fera pas disparaître le besoin de former les cadres de la fonction publique. Pour nombre d'anciens élèves, la formation qui y est dispensée demeure adaptée aux besoins de l'État. Le ministère de l'Intérieur, donc, c'est vraiment le cœur des métiers de l'État, hein, pour l'aspect de gestion de l'ordre public, des relations avec les collectivités, je dirais de la paix sociale de manière générale et du développement économique et du développement des territoires. Donc ce qui est intéressant particulièrement en ayant fait cette école, c'est d'appréhender toutes les politiques publiques et toutes les relations institutionnelles et tous les rouages de l'administration de l'État au sens large. C'est d'une part une école qui forme de manière très très polyvalente et complète à tous les métiers qu'on peut exercer au sein des services de l'État ou du service public de manière générale, et spécifiquement aux fonctions régaliennes, particulièrement celles exercées au sein du ministère de l'Intérieur. Installée à Strasbourg depuis le début des années 1990, l'école s'est intégrée dans le paysage. Aujourd'hui, aux côtés des institutions européennes, elle est source de renommée pour la capitale alsacienne. Ça représente bien sûr des emplois, ça représente de la richesse à travers la dépense, enfin la présence et les dépenses des élèves, qui ne sont pas seulement les élèves français, mais tous les élèves étrangers qui viennent de beaucoup de pays du monde. Il y a également beaucoup de stagiaires en formation continue, donc c'est plus de 10 000 personnes par an que l'ENA forme, mais c'est aussi un élément de prestige, un élément de visibilité qui est important, et notamment à travers toute cette connaissance que de très nombreux étrangers de haut niveau vont avoir de Strasbourg à travers leur présence pendant un an parmi nous. Et c'est tout un réseau international qui est devenu en quelque sorte strasbourgeois de cœur. Frédéric Thirier, chargé par la présidence de rendre un rapport sur l'avenir de l'école, devrait livrer ses conclusions à la fin du mois. Près de 200 artistes contemporains, français, suisses et allemands, exposent actuellement leur production dans le cadre de la 20e édition de la Régionale. Cette exposition transfrontalière vient d'ouvrir ses portes à Bâle, en Suisse. Sa particularité, dessins, peintures, films ou performances sont visibles sur 18 sites de la région trinationale. Entre Mulhouse, Strasbourg, Bâle ou Fribourg, les œuvres seront présentées jusqu'au 31 décembre. Fanny Kunz et Vincent Bessières se sont rendus à la Kunsthalle de Bâle pour un avant-goût de ce qui vous attend. La Suisse de l'Ouest, le Pays de Bade et l'Alsace, un territoire d'excellence pour les artistes. En 20 ans, la Régionale est devenue l'exposition référence de l'art contemporain local. Elle souffle cette année ses 20 bougies et propose les œuvres de 180 artistes. La Kunsthalle de Bâle vient d'inaugurer son exposition. Elle fait partie des 18 lieux où sont visibles ses œuvres. Die Häuser sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite sowas wie Kunsthalle Basel. Les lieux d'exposition sont totalement différents. D'un côté, on a la Kunsthalle de Bâle, connue internationalement. De l'autre, une association d'art à Fribourg, ou de plus petits lieux comme le CEAC à Strasbourg, ou la Fabrique Culture à Egenheim par exemple. Chaque lieu a sa spécificité, mais on doit aussi la préserver et doit pouvoir la transposer dans son exposition. L'art contemporain local est multiple, tout comme les médias utilisés. Il y a de la peinture, de la vidéo, de la sculpture, des performances, des concerts. C'est très large.
Konzerte. Das ist eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt. Peter Pakesh est cette année le commissaire de l'exposition à la Kunsthalle de Bâle. Ancien directeur du lieu, il offre sa vision de l'art contemporain local, intergénérationnel. Das war natürlich wunderbar, nach 20 Jahren, wo ich da am Anfang mit dabei war bei der Region. C'était vraiment merveilleux pour moi de pouvoir jeter un coup d'œil sur l'art contemporain local et de proposer ma propre vision après 20 ans. J'ai donc eu l'idée d'exposer des œuvres d'artistes de moins de 35 ans parmi des artistes de plus de 65 ans et de voir comment cela allait fonctionner. Et le résultat est vraiment bluffant. C'est une symbiose, on ne voit plus la différence entre les âges. Les œuvres sont visibles dans 5 pièces très différentes. C'est comme si on avait créé 5 univers, 5 mondes en quelque sorte. Quasi wie 5 unterschiedliche Weltentwürfe in einer bestimmten Vase. Les différents lieux suisses, allemands et français proposeront le vernissage de leurs propres expositions dans le cadre de la régionale tout au long de la semaine. Les œuvres seront visibles jusqu'au 19 janvier 2020. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Alors que les marchés de Noël alsaciens alimentent à nouveau des débats enflammés entre pour et contre sur les réseaux sociaux, on vous propose de fuir les villes. Le parc naturel régional des Vosges du Nord organise lui aussi de multiples animations, mais beaucoup plus nature. Jeudi, ce sera ciné-débat sur le thème du chat sauvage à Vignonne-sur-Moder. Samedi, Fauche qui peut, un chantier participatif à Ingvillers où vous pouvez participer bénévolement à l'entretien des pelouses sèches. Et dimanche, vous aurez même le choix entre le marché du terroir à Niederbronn ou le ciné-débat Marche avec les loups en avant-première à la Castine de Reichshofen. Merci beaucoup Anna Britz pour ce JT. On vous retrouve demain bien sûr à la même place. On accueille Marine Zis, on va parler sport dans un instant, on va parler musique, on va parler sport roller avec Stéphanie Gucci. Installez-vous tous autour de cette table. Voilà votre programme de la suite de cette heure de direct. On se regarde d'abord la météo de ce mardi, c'est avec Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo de ce mardi 26 novembre. Et en matinée, c'est un ciel globalement dégagé qui nous attend avec peut-être quelques gouttes de pluie sur le Haut-Rhin, mais rien de bien méchant. Et vous le voyez, ça se dégage au fur et à mesure de la matinée. Côté Mercure, c'est des conditions douces qui nous attendent avec des températures plutôt élevées pour la saison. 6 degrés est prévu sur la majeure partie du territoire alsacien, jusqu'à 7 degrés même du côté de Mulhouse ou encore de Bâle. L'après-midi, c'est un temps sec avec un ciel lumineux qui nous attend. Le ciel se dégage tout doucement avec toujours quelques nuages bas qui persistent de ci de là et des températures très agréables. Vous voyez, on est très loin de la neige. 11 degrés prévus du côté de Saverne, 10 degrés la minimale, ce sera pour Wissembourg, 12 degrés pour le reste du territoire alsacien, 12 degrés ce sera également la maximale chez nos voisins allemands et suisses. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi avec le retour d'une petite perturbation sur l'Alsace. En tout cas le matin, l'après-midi ça se dégage avec quelques restes de pluie, quelques restes d'averses sur le Haut-Rhin et toujours quelques passages nuageux, mais on verra un ciel beaucoup plus dégagé avec beaucoup plus de soleil et des températures très agréables. 14 à 15 degrés en Alsace, entre 13 et 14 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et jusqu'à 14 degrés également dans le nord de la Suisse. Mardi, nous serons donc le 26 novembre et nous fêterons les Delphines. Le soleil se lèvera à 7h52 pour se recoucher à 16h39. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À demain. Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et on va parler musique dans ce 24 heures en Alsace avec un focus sur une salle strasbourgeoise qui s'appelle l'Espace Django. Bonsoir Benoît Van Cotte. Bonsoir. Vous êtes le programmateur. Espace Django pour Django Reinhardt. On peut quand même dire un petit mot du nom de la salle. C'est quoi? C'est plus qu'un clin d'œil? C'est presque un symbole? C'est exactement presque un symbole. En fait, c'est une salle qui est située au Neuhof. Et le Neuhof comprend plusieurs sous-quartiers, on va dire, dont un qui a une grosse communauté gitane et manouche. D'où le nom, suite à une concertation quand la salle a été créée en 2010. Concertation avec les habitants et le Django était l'artiste qui représentait le plus les habitants du quartier. Clin d'œil musique et clin d'œil 100% local. Local, c'est aussi une des vocations de la salle, local très local, celle vocation de scène émergente pour les groupes locaux, vocation nationale, vocation internationale aussi. On est vraiment sur ces trois échelles de territoire. C'est ça, c'est un mélange un peu. Donc salle de concert, on fait principalement du concert et l'idée c'est d'inviter des artistes locaux, mais également d'envergure nationale, voire internationale.
Donc on fait un mix de tout ça, Un mix de effectivement. tout ça. Ça démarre, enfin c'est tout le temps, hein, c'est en continu. Il y a notamment vendredi un artiste camerounais qui s'appelle Big Bassi, chanteur, musicien, percussionniste notamment, qui sera en concert chez vous ce vendredi. Il reste des places, regardez déjà ce que ça donne, on en parle juste après. Alors c'est un mélange de langues, alors on n'a pas tout entendu là, mais c'est un artiste qui mélange français et allemand, et puis des dialectes camerounais, qui mélange aussi des rythmes traditionnels et différents types de musique. C'est un peu ce melting pot, ce mélange, ça vous va bien aussi, c'est un artiste raccord avec l'esprit de la salle. Oui, tout à fait. Après là, il vient de sortir un album qui s'appelle 1958. Et donc il est d'origine camerounaise, il habite en France. Et là, il chante principalement donc, dans une langue locale camerounaise. Je me le suis noté, mais j'ai Le oublié. Bassa, il me semble. Bah, c'est bien ça, bravo. Voilà, merci. Et voilà. Après, c'est un artiste fabuleux parce qu'il a... Donc, son nouvel album s'appelle 1958. C'est date à laquelle un leader indépendantiste, un leader indépendantiste camerounais a été abattu par l'armée française. Et c'est un peu un héros oublié dans l'histoire du Cameroun. Et du coup, il rend hommage à ce grand homme-là qui s'appelait Ruben quelque chose, Nyogé. Voilà, et l'album est magnifique, c'est plutôt afro-folk. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sent les racines africaines très présentes, mais également une musique bien plus riche en mélange. Donc il y a plein de petites influences folk dans sa musique et c'est très très beau. Alors la salle, elle ne met pas juste à disposition, enfin elle n'est pas juste mise à disposition des artistes, vous accompagnez aussi des locaux notamment. Exactement. En fait, on accompagne la scène locale par plusieurs biais, on va dire, par la programmation. Donc souvent la programmation des premières parties, par exemple, mais pas exclusivement. Ça peut être aussi des coplateaux, voire des programmations pure et simple d'artistes locaux. Mais on a également créé un outil qu'on a appelé la pépinière. Et l'idée, c'est d'accompagner les groupes locaux dans leur développement professionnel. Donc ça passe par la scène. Donc on peut mettre à disposition la salle pour des résidences, donc pour créer le concert live, plutôt l'aspect technique, mais également tout un aspect entrepreneurial, on va dire, dans le développement structurel du groupe. C'est un vrai challenge ça pour les groupes d'être accompagnés aussi, de trouver les bons conseils, les bons interlocuteurs pour les porter, pour les accompagner. Oui, c'est sûr. Après, chaque groupe a son stade de développement, justement, donc chaque stade de développement a des besoins particuliers. Mais c'est vrai qu'un jeune groupe local ou jeune artiste n'a pas forcément toutes les ficelles du monde professionnel. Et du coup, on essaye justement de créer ce pont entre l'artistique et le milieu professionnel, le développement entrepreneurial, on va dire. Donc c'est un défi, effectivement, mais c'est plutôt intéressant, justement. Une belle aventure, en tout cas. Pour finir sur une note aussi d'ouverture et de solidarité, ça passe aussi par la billetterie, par un drôle de système. Moi, je connaissais les cafés ou les soupes suspendues dans les bars ou les restaurants. C'est-à-dire que vous commandez un café, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous en payez un deuxième qui sera mis à disposition de quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, qui peut venir se mettre quelque chose de chaud dans le ventre. Vous faites le même principe avec la billetterie de spectacle. Tout à fait. En fait, on a une billetterie qu'on essaye d'être le plus juste possible. Déjà, on pratique des tarifs relativement bas. Et on a créé plein de petits dispositifs. Il y a notamment, on a créé des bons concerts plutôt pour les habitants du quartier qui n'ont pas forcément le réflexe Internet pour commander des billets. Du coup, on fait des genres de petits flyers en fait, qui donnent accès à un tarif préférentiel. Donc là, c'est vraiment de la main à la main. On travaille aussi avec les associations du quartier pour distribuer ces bons concerts. Mais on voulait aller encore un peu plus loin en créant ces billets suspendus. Donc c'est en ligne sur notre site internet, vous achetez une place pour Big Bassi vendredi notamment par exemple. Et vous pouvez rajouter dans votre panier une place à 6 €, donc un billet suspendu. Nous on récupère ça suite à l'achat du billet suspendu et on redistribue ces billets à un public éloigné de la culture. Et pour l'aider à pousser la porte de la salle et venir exactement. découvrir. Et on collabore avec des associations pour s'occuper de tout ça, parce qu'on n'a pas forcément... Voilà, c'est aussi un métier de travailler avec des publics pas toujours faciles.
Du coup, on collabore avec plein d'associations, notamment Emmaüs, Caritas ou le Secours Populaire. Qui font l'interface pour pour redistribuer ces billets, exactement. Et ben merci, bravo pour cette initiative et merci Benoît d'être venu sur ce plateau. Vous connaissez la maison, vous connaissez le chemin, c'est pas très loin des studios d'Alsace 20. Merci à vous, on va parler sport dans quelques instants, on va parler roller notamment avec notre invité. Tout ça après cette courte page de pub, à tout de suite. Et tous les lundis, on parle sport sur Alsace 20, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Bienvenue dans Top Sport, c'est parti pour une vingtaine de minutes. Au programme du handball, parité respectée, nous avons suivi les filles de l'ASPTT Strasbourg et les garçons de l'ESAB. Du basket avec le derby de National 1 entre Kaysersberg et Mulhouse. Et puis le meilleur du squash français à Mulhouse pour la deuxième journée des interclubs masculins. Et on va parler, ça va aller vite, on va parler roller dans cette émission, on va vous faire découvrir cette discipline qui... envoie sacrément. Bonsoir Stéphanie Gotchi. Bonsoir. Vous êtes championne de France de roller, vous êtes également entraîneur du club de Bischheim, le Bischheim Tout à fait. Speed Skating. Bischheim Strasbourg Skating. Strasbourg Skating, n'importe quoi, Mathieu Chambillard. On connaît tout le monde sur la pratique, on va dire loisir du roller. Vous êtes le versant compétition. Voilà. On peut d'ailleurs en voir quelques images. Ça existe en différents formats, en extérieur, en intérieur. En indoor, en gymnase, en extérieur, sur piste, sur circuit routier, sur route beaucoup plus grande avec des circuits. Donc ça veut dire sur sprint, voilà, tout à fait, sur des distances allant de 100 mètres à 103 km. 103 km, c'est génial. Déjà, ça me plaît. Dont du marathon, notamment. Dont du marathon, qui est une distance officielle en championnat de France, d'Europe et du monde. On peut dire quand même en combien de temps ça se boucle en roller, un marathon? Alors pour les hommes, à peu près 1 heure. 2 fois plus vite que les Kenyans. Comme ça, on a vu sur les images. Des roulettes. Alors moi je t'emmènerai à Bischheim, on est allé en salle parce qu'évidemment il fait un petit peu froid pour faire un marathon dehors. Enfin voilà, Marine, on va parler de ça tout à l'heure. On commence avec des nouvelles de Sébastien Loeb. Oui, dehors c'est ça. Lui aussi. Oui, il participait ce week-end au rallye du Var pour la 9e et dernière manche du championnat de France. Une course qui a été chamboulée par les inondations qui ont touché la région. 98 km ont été chronométrés au lieu des 234 prévus. L'Alsacien s'est imposé pour la 4e fois sur ce rallye avec à ses côtés un copilote inhabituel. D'habitude, c'est Daniel Elena qui est à sa droite et puis là, c'est sa compagne. Et puis on le voit là, ils ont publié une photo en soutien aux personnes touchées par les inondations. Oui, on a vu sur les images, c'était un petit peu humide. Oui. Il y avait beaucoup d'eau sur les routes, effectivement. Allez, je vous emmène au gymnase des Malteries. On parlera handball féminin, handball masculin pour commencer. Avec en Pro League, la 2e division nationale, les Sables, le plus grand Jetzketzlos de toute l'Alsace, derrière le but des Niçois, Nice en gris. C'est un concurrent direct des Strasbourgeois pour le maintien. Les Strasbourgeois en bleu qui, eux, devaient se faire pardonner leur élimination en Coupe de France chez un club de division inférieure. Nice qui est devant, 7-4 en début de match. Le lob raté côté niçois réussi pour les Strasbourgeois qui ont performé en fin de première mi-temps. Ils étaient menés 2-3 buts. Ils vont passer devant avant la pause. Le jeu rapide de Bonamberger qui emmène le gardien avec lui. Et sur le buzzer de la mi-temps, ce coup franc dévié qui finit au fond. 3 buts d'avance pour les Bleus de Denis Latou à la pause et un gros début de seconde période pour les Alsaciens qui vont coller un 7-1 aux Azuréens. En plus en défense, Romain Mathias dans les buts continue de faire des merveilles. Vous avez vu tout à l'heure le tir à la hanche de Bonamberger à nouveau. Les ailiers strasbourgeois sont en feu, le jeu rapide en compte Ondrej Mika pour donner 10 buts d'avance aux Strasbourgeois qui déroulent tranquillement en fin de match et qui vont finalement s'imposer 30-23 contre un concurrent direct donc pour le maintien. Victoire avec la manière contre un concurrent direct donc, et victoire savourée comme il se doit par les Strasbourgeois sur leur parquet. Au classement, vous le voyez, Célestat qui a gagné à Massy, le co-leader devant d'un petit but, d'un petit point. Les Strasbourgeois qui prennent leur distance avec la zone rouge. 6 points d'avance déjà sur le 13e Valence puisque les 2 derniers redescendent en National 1. Un beau pas de fait déjà pour le maintien qu'il faudrait valider à l'extérieur. Les Sables qui est invaincu à domicile mais qui s'incline systématiquement à l'extérieur. Il faudrait y remédier. Écoutez Yvan Gérard à ce sujet. L'ailier célestadien à hauteur d'un joli 9 sur 10 au tir vendredi soir. On joue de manière plus intelligente ici qu'à la maison, alors qu'il n'y a aucune raison, ici qu'à l'extérieur, pardon, alors qu'il n'y a aucune raison. C'est le même terrain, c'est la même balle, mais c'est vrai que pour l'instant, à l'extérieur, on subit un peu plus le rythme des matchs et c'est ce qui nous fait défaut pour le moment. Mais on va changer ça dès samedi prochain.
Samedi prochain, ça sera du côté de Dijon pour les SAB. Notez sur vos agendas, par contre, Célestat reçoit Nice vendredi 20h30 au CSI. On parle basket Marine avec un derby en National 1 côté Orinois. Oui, il y a beaucoup de clubs dans le Bas-Rhin. En Pro B, on connaît le club de Grise, de Souffel. En Pro A, il y a celui de la SIG. Et bien là, nous avons fait un tour dans le Haut-Rhin avec ce derby entre Kaysersberg et Mulhouse. Ça se passait dans la salle Faller, donc à Kaysersberg, avec des tribunes bien bondées, des spectateurs chauds bouillants. Sur le parquet d'un côté, le promu Mulhouse en bleu, vous voyez à l'image, qui s'acclimate plutôt bien à la 3e division nationale et qui pointe au milieu de classement. De l'autre côté, en face, en blanc, Kaysersberg, où ça ne va pas très fort, avec 2 victoires à peine pour 10 défaites en championnat. Et il n'y aura pas vraiment match dans ce derby, largement dominé par les Mulhousiens, qui étaient solides en défense et adroits en attaque. Les joueurs de Jean-Luc Monchot ont pris le large dès le début de la rencontre, avec une dizaine de points d'écart qu'ils ont réussi à maintenir à la pause. Et vous voyez là, avec ce 3 points de Quentin Dill à l'image, eh bien, ils en ont enchaîné 3 comme ça en début de 3e quart-temps, ce qui leur a permis de cumuler 18 points d'avance. Et puis ensuite, eh bien, la fin de match, elle était toujours à l'avantage des Mulhousiens qui remportent donc ce derby 89-68. Elle permet donc aux Mulhousiens d'équilibrer leur bilan. 6 victoires, 6 défaites. On écoute justement leur meneur. L'atmosphère est bouillante, surtout dans cette salle avec un très beau public. Et voilà, même les tribunes très proches du parquet, etc. Ça reste un derby. Et puis on avait à cœur de le prendre, mais on l'a abordé comme un match de championnat qu'il fallait gagner, pas spécialement différemment. Et voilà, ça nous a réussi aujourd'hui et tant mieux. C'est un petit peu moins la joie du côté de Kaysersberg qui pointe du coup à l'avant-dernière place du classement. Il y a des failles du côté de la défense. Écoutez l'entraîneur de Kaysersberg. Je prends une grande partie de la responsabilité de ce qui nous arrive. On a fait des choix tactiques, défensifs, qui visiblement sont quand même à remettre en question sérieusement. Il faut qu'on défende autrement et qu'on arrête d'encaisser autant de points en une mi-temps. Ce soir 45, la semaine dernière à 48 points à la mi-temps. Et on n'arrête pas. À Besançon, il y en avait 44 d'encaissés. Donc c'est des matchs où en fait en encaissant autant, il faut être adroit, il faut marquer beaucoup de points. Mais sur 40 minutes, c'est trop long. Prochain match donc pour Kaysersberg ce samedi à Andrézieux. Et de son côté, Mulhouse recevra La Charité vendredi soir. Allez, un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Pro A du côté de la SIG qui joue à Boulazac ce soir, mais petit coup d'œil dans le rétro, il y avait 2 matchs en 3 jours pour les Strasbourgeois. Regardez, ça se passait samedi soir du côté du Mans à Antares, les Strasbourgeois en rouge emmenés notamment par leur nouveau meneur, l'américain Scotty Reynolds, tout juste qualifié pour son premier match. Il a joué 24 minutes, passé 9 passes décisives quand même, et rajoutez-y 6 points. Les Strasbourgeois qui ont fait bonne figure. Travis Trice, leur autre meneur américain, était lui de retour des États-Unis après la naissance de son enfant. 22 points pour lui, les meneurs strasbourgeois s'en sont bien sortis, et la SIG qui renoue avec la victoire, ou plutôt qui continue sa série de victoires en championnat, puisqu'en Coupe d'Europe c'est beaucoup plus compliqué, mais 4e victoire consécutive en championnat pour la SIG qui équilibre son bilan à 5-5 et qui est donc à Boulazac ce soir pour le championnat toujours. Et puis coup d'œil sur quand même l'extraordinaire début de saison de Souffel en Pro B, Souffel promu au 2e échelon national. Regardez, les images sont pas très belles, mais il fallait quand même qu'on vous les montre. Souffel qui a compilé une 6e victoire consécutive en Pro B en 7 journées, 1 victoire, 6 défaites. Souffel, 6 victoires, 1 défaite. Souffel qui est leader avec le plus petit budget, la plus petite masse salariale de la division, très loin des favoris que sont Paris, Rouen, Nancy ou encore Antibes, les relégués de l'élite. La belle histoire continue pour les hommes de Stéphane Eberlin, vainqueurs 90-77 à l'extérieur, et qui sont donc plus que jamais la belle surprise et les trublions de la division dans ce début de saison. On les retrouve eux sur leur parquet ce samedi, Marine. Et puis on va parler maintenant roller avec notre invité Stéphanie Gucci. Vous êtes vous êtes championne de France de roller et puis vous êtes aussi entraîneur au club de Bischheim. Mathieu, vous êtes allé découvrir la discipline ce week-end. Ouais, j'ai rajeuni parce que c'est le gymnase de mes années lycée. Je vous emmène au parc des sports de Bischheim, c'était il y a quelques années. Regardez, ça se prend donc en salle, notamment évidemment l'hiver, des courses sur différents formats. Alors là, en l'occurrence, on fait le circuit le plus large qu'on puisse faire dans une salle de handball. Beaucoup de monde, près d'une centaine de patineurs venus de plusieurs clubs de la région. Différents types de courses, départ arrêté avec très peu de tours de circuit à parcourir, ou alors un peu comme au Keirin, si vous connaissez le cyclisme sur piste, ce qu'on appelle la mobilette au Keirin qui est en jaune. On peut se placer derrière lui, à un moment il s'écarte et puis on peut enchaîner, et effectivement ça va vite, très vite. Il y a aussi des chutes de temps en temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a des tapis et des protections tout autour de la piste. C'est quelle vitesse on atteint, Stéphanie, sur ce genre de piste? Alors, on va un peu moins vite là en salle, mais en extérieur, jusqu'à combien on Alors, monte en salle,
pourrais pas dire, j'ai pas trop d'idées effectivement. En extérieur, on atteint facilement les 40 km/h en sprint, même sur une piste. Et puis sur route, on peut aller beaucoup plus vite. Puisque, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les hommes, ils bouclent le marathon en 1 heure, donc 42 km/h. C'est facile. Et ils finissent facilement les sprints, si c'est du plat, à 60, sans problème. 60 km/h, c'est quasiment comme du vélo, quoi. Sachant qu'en extérieur, on a des pistes aussi avec des virages un petit peu relevés, comme le cyclisme sur piste également. Tout à fait. On a des courses sur des circuits routiers fermés, donc c'est une petite route de 300-400 mètres, ça ressemble à une route. Et on a des pistes qui ressemblent un petit peu à un vélodrome, mais c'est nettement moins incliné, avec un revêtement un peu spécifique pour avoir un peu d'accroche. Alors, si vous regardez bien les images on est en train de vous passer, on voit que c'est des patins assez spécifiques aussi, évidemment, à la vitesse. Qu'est-ce qui les différencie des patins classiques de monsieur et madame tout le monde? Tout à fait. C'est des patins qui sont un petit peu plus bas, qui nous permettent d'avoir un peu plus de maniabilité et de marge de manœuvre. Ils sont également en carbone, donc toute l'énergie qu'on peut mettre dedans est retransmise dans la poussée et donc dans l'efficacité. Les roues en course sont également assez grandes par rapport aux patins, on va dire, de monsieur tout le monde qui pratique en loisir. Nous, on a des roues plus grandes, c'est un peu comme les vitesses à vélo. Plus on met une grande vitesse, plus on peut aller vite. Voilà. On a vu des chutes, c'est protection obligatoire, j'imagine. Il y a les casques. Les casques, notamment. c'est de toute façon obligatoire. Après, le reste des protections, en fait, ça dépend des catégories. Chez les petits, plus on est petit, plus on a de protection obligatoire. Voilà, et puis chez les grands, il n'y a plus que le casque qui est obligatoire. Je leur conseille fortement de porter encore des gants pour au moins protéger comme à vélo, quoi, parce que... Et comment est-ce qu'on peut éviter alors ces chutes, ou qu'est-ce qui provoque les chutes? Alors, comment on peut éviter les chutes? On apprend tout au début à l'école de patinage à chuter, en fait. On apprend à éviter les chutes en apprenant de l'agilité, à sauter, à éviter, à tourner rapidement. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu, donc on apprend à chuter. Tout simplement, à utiliser les protections qu'ils ont quand ils sont petits. Et après, plus les patineurs sont agiles et alertes sur le patin, moins ils vont chuter. Après, c'est inévitable, on est en peloton, on a pu le voir sur les images, on est assez proche. Des fois, on est 3 de front, 10 derrière, les patins se touchent, on se cogne un petit peu et puis on va par terre. Voilà, ça fait partie du jeu. Dans les épreuves qu'on retrouve, il y a comme dit, tout un catalogue aussi. Ça fait un peu penser au cyclisme sur piste. Pour ceux qui connaissent, juste un focus, parce qu'il y avait pas mal d'épreuves de keirin, vous l'appelez comme oui, sur piste. Oui, tout à fait. On va voir les images. Il y a donc on l'appelle mobilette aussi, comme vous l'appelez. Oui, tout à fait. On l'appelle la mobilette, il n'y a pas de nom officiel. En fait, le principe, c'est un départ lancé. Au début, il faut respecter les positions. Après, tant qu'on reste derrière le leader, on peut se déplacer. On peut se doubler pour bien se placer. À un moment, il s'écarte et la course est lancée. C'est très tactique, du coup. C'est très tactique. En fait, on a mis ce format-là sur cette course parce que l'objectif, c'est justement de former les jeunes patineurs, de les apprendre un petit peu à se frotter les uns aux autres, à se replacer, ce qu'ils ne font pas forcément naturellement dans les autres courses. Donc là, on les y oblige parce que celui qui part tout derrière, si c'est pas replacé, il ne peut pas gagner la course, quoi. On peut poser la main sur le... On a le droit de poser la main, on n'a pas le droit de pousser. Voilà. On a le droit de poser la main. En fait, on a droit au contact à partir du moment où ça ne déséquilibre pas les autres surtout, patineurs. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, si j'arrive, j'ai plus de vitesse, si je pose pas la main, je lui rentre dedans. Voilà, donc on a le droit effectivement à des contacts, mais on n'a pas le droit de se bousculer, de se faire chuter. Sinon, c'est quoi? C'est élimination? Comme on reçoit des avertissements, ça ressemble un petit peu à tous les autres sports, et au bout de 3 avertissements, on est éliminé. Voilà. Restez avec nous, Stéphanie, on continue de parler roller dans un instant. Je vous emmène d'abord du côté de Mulhouse, en salle là aussi. On va parler de squash. Regardez ces images de Gilles Kuhn, c'était ce samedi la suite et le premier match à domicile pour Mulhouse en National 1. C'est le plus haut niveau français. Mulhouse, quintuple champion de France, mais détrôné la saison dernière par Montpellier et qui va donc essayer cette saison de reconquérir sa couronne de champion de France. Les Mulhousiens en blanc, alors c'est un format de championnat où on a des espèces de plateaux, 2 matchs au menu ce week-end contre Valenciennes où les Mulhousiens ont fait match nul 2 partout, une victoire sur Aix 3-1. Quand on marque des points, c'est tout simplement qu'il y a 4 matchs, 4 duels. Chaque duel rapporté rapporte donc 1 point. Les Mulhousiens qui ont une équipe, comme toujours, assez internationale, avec l'anglais James Willstrop, 18e joueur mondial, l'espagnol Borja Golan, un jeune espoir français, Sébastien Bonmalé, et l'emblématique capitaine mulhousien Mathieu Castagnier, numéro 2 français et 28e joueur mondial. Les joueurs qui se retrouvent du coup à Mulhouse ou à l'extérieur pour les différents matchs de championnat et qui tenteront donc de reconquérir le titre national cette saison, avec pas mal chez les filles également, les Mulhousiennes qui sont ambitieuses là aussi, et les Mulhousiens qui, comme dit, malgré cette équipe internationale, ils sont habitués à se retrouver un petit peu sur l'ensemble du circuit mondial quand ils jouent en individuel. Écoutez à ce sujet Mathieu Castagnier, le capitaine mulhousien. On arrive à se voir quand même relativement souvent parce que les joueurs pros ils jouent toujours le circuit international, donc ça représente 1 ou 2 tournois par mois. Donc on se voit un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, il y a ceux qui ont été ou ceux qui sont au Pôle France d'Aix-en-Provence. Et je m'entraîne avec eux tous les jours.
Donc ça permet de garder des liens et ça permet aussi d'organiser les journées et d'avoir une bonne cohésion de groupe depuis quelques années dans ce championnat-là. Une victoire et un match nul qui permettent aux Mulhousiens de remonter à la 2e place de leur poule. Il faudra tenir cette position pour jouer les playoffs, la finale à 4 du championnat. La suite du championnat, il y a une pause. Là, il faudra attendre le mois de mars, Marine. Mais vous nous emmenez au handball. Oui, c'était ce week-end un match. La SVT Strasbourg recevait Noisy-Gagny, une équipe de haut de tableau. Et ce sont les Strasbourgeoises qui ont ouvert le score. Les Strasbourgeoises en orange. Et ensuite, grâce aux 2 buts consécutifs d'Elisa Suarez, elle mène 3-0 dans ce début de rencontre. Il faut attendre la 8e minute de jeu pour voir leur adversaire marquer leur premier but. Vous voyez là à l'image. Noisy-Gagny parvient ensuite doucement à revenir au score. Les 2 équipes sont à égalité à la 19e minute, 7 partout. La SPTT va à nouveau ensuite les distancer de 3 buts, mais les franciliennes rattrapent leur retard avant la mi-temps. Égalité encore avec 11 partout. Et puis de retour au vestiaire, Noisy-Gagny compte bien faire valoir son statut de prétendante à la montée en D2. Cette fois-ci, ce sont elles qui mènent 2-3 buts, 11-14. Mais les Strasbourgeoises repartent de plus belle. Elles peuvent compter notamment sur leur gardienne de but, Lisa Street. 22 arrêts au total pour elle. La SPTT est alors à nouveau devant, 15-16. Et bien, comme ça l'a été durant tout le match, la rencontre bascule à nouveau l'avantage avec leur adversaire qui passe devant. Et à 5 minutes de la fin du match, les filles de Strasbourg sont menées. Et puis elles s'inclinent finalement 21-23. Elles sont actuellement 4e de la poule 2N1. Écoutez-les. Franchement, je me sens comme grandi parce que je me dis c'est que dans les matchs comme ça qu'on peut apprendre. Il n'y a pas que dans les victoires qu'il faut être content. Il faut quand même retirer du positif dans les matchs comme ça. On fait un match complet 55 minutes, on loupe les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on se prend un 3-0. Je pense que derrière c'est un peu dur de racoler. Elles ont une belle équipe en face. On a fait ce qu'il fallait faire, on est resté dans le projet tout le match, on se prend que 22 buts, donc je trouve qu'on a fait une belle partie. Il faut vraiment le noter, il faut le souligner, les joueuses ont fait ce qu'elles avaient à faire. Allez, on va terminer cette émission en parlant roller avec notre invité Stéphanie Gocci. Tout le monde peut, à quel âge on prend les jeunes dans les clubs de roller comme vous? Tout le monde peut, à quel âge on peut commencer? Plus petit, on va dire 4 ans, s'ils sont un petit peu débrouillards, on les prend à 4 ans sans problème. Et puis on peut commencer à tout âge en fait. On a une section initiation adulte, donc on peut commencer à tout âge. Marine, il n'est pas trop tard. Il y a des limites d'âge peut-être, non? Non, pas du tout. Au championnat du monde cet été, il y avait des catégories jusqu'à plus de 60 ou plus de 70. On avait une équipe de France en plus de 70 cette année. On va voir en image simplement sur les images de course, on se rend compte évidemment ça se joue dans les jambes, on se rend compte aussi une grande gestuelle avec le haut du corps, c'est pas anecdotique du tout, enfin ça sert beaucoup à l'équilibre, à la propulsion. Ça sert beaucoup, oui, ça sert beaucoup. Alors à la propulsion pas tellement, mais surtout à l'équilibre effectivement. On a besoin à la fois d'avoir de l'équilibre et puis d'avoir un petit peu, si on a beaucoup de patineurs autour de soi, finalement c'est un petit peu comme des antennes, savoir un petit peu où ils sont, sans forcément les bousculer, mais au moins avoir une petite idée de qui est autour de moi. Est-ce qu'il y a des passerelles? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent du patin, par exemple? Ça arrive, c'est pas très fréquent. Souvent, les jeunes démarrent dans un club et puis suivent la discipline de ce club. Mais parfois, ça arrive. On a un jeune qui vient du hockey, qui va sans doute rejoindre chez nous, mais c'est pas très fréquent. Ça arrive aussi parfois de la glace vers chez nous. On a un petit qui faisait de l'artistique, qui vient d'arriver à la course parce qu'il a envie d'autre chose. Voilà. Donc il vient goûter un petit peu autre chose. Le challenge, c'est séduire aussi tous les pratiquants de loisirs. Beaucoup de gens font du roller comme ça. L'idée, c'est de les amener vers une pratique sportive. C'est pas forcément encore... c'est pas le réflexe, c'est un peu comme au tennis de table. Tout le monde joue au ping-pong, mais peu vont faire de la compète. Oui, après, on n'oblige pas tout le monde à faire de la compète. Et on essaie de proposer des formats de compétition dans le calendrier qu'on leur propose, qui est adapté à la fois aux gens qui sont moins à l'aise ou qui s'entraînent qu'une fois par semaine, et à la fois à ceux qui s'entraînent 4 ou 5 fois par semaine. Le championne de France, on s'entraîne combien de fois par semaine? Chez les masters comme moi, il n'y a pas besoin de s'entraîner tous les jours, mais à peu près 4 fois par semaine, quand on y arrive, c'est bien. Sinon, c'est compliqué pour suivre les autres. Et sinon, c'est du temps d'entraînement pour les jeunes. C'est du temps d'entraînement pour les jeunes, oui, effectivement. Je travaille à côté, donc... Il faut pouvoir tout concilier. Là, les semaines sont chargées, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter cette discipline très spectaculaire, très esthétique ce soir sur ce plateau. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Marine, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a du hockey sur glace. Demain, d'ailleurs, un derby Mulhouse-Strasbourg, plutôt Strasbourg-Mulhouse, 20h à la patinoire de l'Iceberg. Le hand à Célestat vendredi soir. Célestat qui reçoit Nice, 20h également là au CSI. Moi, je vous retrouve demain, mardi, pour une nouvelle émission. On va parler cuisine tout de suite avec Nicolas Riffel. Il vous emmène dans une institution du nord de Strasbourg, le Relais de la Poste, à la vente. Ce dont on va parler foie gras notamment. Alors
Aujourd'hui, je suis à la Vanzeno pour rejoindre un de mes candidats de l'émission Chef à bord, Thomas. On va lui faire une petite surprise là. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai emmené ma valise et que je vais passer la nuit ici. Salut chef! Oh yeah! Ça va? Bon, tu nous racontes un peu l'histoire, comment t'es arrivé là ou... Bah écoute, c'est plus simple que je te fasse visiter, non? Aussi. Bon allez. Alors ici, le lieu, c'est une institution, la Vanzeno, c'est quoi son histoire? Ouais, c'est clair. Alors son histoire, en fait, elle commence en 1789. En fait, c'était la maison du maire de l'époque. D'accord. Voilà, et puis après, c'est devenu une école dirigée par des sœurs. Ensuite, c'est devenu un relais de poste. D'où le nom. D'où le nom, exactement. On a gardé le nom, et puis après, c'est devenu un restaurant. D'accord. Voilà, depuis plusieurs années. Et moi, j'ai repris ça il y a 5 mois. D'accord, très Voilà. bien. D'ailleurs, je pensais à un truc, Thomas. Avec Maxime, comme il fait nuit, on n'avait pas prévu de ça, mais en fait, on a nos valises. Est-ce qu'on doit rester ce soir? Ouais, il y a de la place. Je vais regarder ça, je vais vérifier, mais normalement, oui. Bah, vas-y, dessus. Moi, je vérifie avec lui ici. Bon, Nico, le temps que tu dors, moi, je vais préparer la recette, hein. Ouais. À toutes. Non. Voilà pour la recette. En fait, là, on va faire un petit cochon qui va cuire pendant 5 heures. Là, en fait, j'ai juste ma petite garniture. J'ai des oignons que je vais mettre à colorer, en fait. Donc là, ensuite, des côtilles de porc salés. Voilà, c'est les travers de porc épais, en fait. On va le mouiller à hauteur. Et donc là, petit bouquet garni, quelques feuilles de chou vert, un petit poireau coupé en morceaux, de l'ail, une demi-tête, et voilà, et les petits morceaux de carottes. Ça, c'est un petit mélange bête genièvre, coriandre et poivre en grains. Pendant la sieste de Nico, on l'oublie 3-4 heures, puis ce sera prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une pâte à pain en fait. Donc j'ai ma préparation de farine, sel et levure, toute simple. J'y rajoute mon eau, je vais le faire tourner pour faire une petite pâte à pain. Et on va terminer la cuisson du cochon en croûte de pain. Pour la garniture, en fait, je vais juste faire une petite purée de butternut. J'ai mes petits dés de butternut que je vais juste un petit peu arroser d'huile d'olive, un petit peu de sel. On va mettre juste une petite goutte d'eau. Voilà, et je vais les cuire au four en fait. Comme ça, la purée, elle aura un petit goût un peu grillé comme ça. Ok, donc là, on a sorti notre cochon du bouillon, il a fini de cuire. Et là, ce qu'on va faire, on va tailler en fait un beau petit pavé. On va prendre un petit peu de truffe, qu'on va mettre dessus comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de jus à la truffe comme ça. Je vais prendre ma pâte à pain, je vais détailler un morceau, tu vois. En fait, j'aime bien les plats où il se passe une action. Et en fait, si tu veux, j'ai pensé en faisant ça, quand tu prends un bout de pain et que tu trempes au fond de la casserole, tu vois, Hopschlag, tu vois, voilà. Mais dans un plat, c'est-à-dire avoir la viande, ce juteux, dans le pain, en fait. L'avantage du pain, c'est comme c'est très humide quand ça cuit, ça va conserver le moelleux du cochon à l'intérieur. Donc là, on va juste le laisser pousser un petit peu et après, on va le mettre en cuisson. Chef, yep. La mise-bouche, vraiment exceptionnelle. Voilà, il se passe quoi? La suite, hein, une petite entrée sympa là. Ah ouais. Je te prévois un petit foie gras poêlé. Okay. C'est quoi? Scordyceps, ça s'appelle. C'est des petites ficelles de champignons en fait. La fameuse purée de butternut cuite dans le four. Un petit peu de purée de figues. Là, on a notre escalope de foie gras de canard. Voilà, juste un peu de jus de veau. Ah, je me sers? Ah bah tu te sers, voilà, tu te débrouilles. Bravo quoi. Et tu reviens pour la deuxième, hein? Et là, on mange quoi? Ben voilà, alors là, on mange il y a le fameux cochon cuit dans la croûte de pain. Donc sur ce pilon noir, tu as 18 jours de macération en fait. Et après, il le glisse 9 mois minimum dans des fûts bourguignon neufs. Ah oui? Tu vas voir, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux pinots noirs alsaciens. Et surtout, ne soyez pas sage.